êtes enregistré. Normalement, ça doit vous demander votre avis sur l'écran, si vous acceptez ou pas d'être enregistré. Voilà. Je vous propose que nous démarrions. Donc, je me présente Anne Gravier, référente stratégie de santé sexuelle et vaccination aussi à l'ARS Centre-Val de Loire donc au niveau régional. Et bonjour. Et Marie, je te laisse te présenter. Oui, moi je suis Marie Granger, je suis la coordinatrice du CORES Centre-Val de Loire. Voilà, juste peut-être dire le CORES, puisque c'est finalement un acronyme qui est assez CORES, récent. c'est le comité de coordination de santé sexuelle, effectivement, qui est en place depuis 1 an maintenant. Et donc, Voilà. on coordonne entre autres les semaines de santé sexuelle avec l'ARS. C'est ça. Et vous étiez Corévi avant, mais avec des missions plus centrées sur le VIH et les IST. Mais pas aussi large, pas large santé sexuelle plus globale. Voilà. Je remercie également Mélodie Moretti qui va intervenir tout à l'heure. Mélodie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc Mélodie Moretti, je suis chargée de mission au sein de la cellule de coordination régionale pour l'assurance maladie. Voilà. Et puis, ben, je remercie évidemment tous les participants. Certains ont déjà assisté aux réunions de lancement précédentes puisque nous sommes à la 5e édition. Et c'est vrai que il y a un peu moins de participants que l'année dernière. Je pense que c'est parce que les gens connaissent bien maintenant l'événement, sont bien rodés, lancent tout de même des actions, puisque Marie me disait qu'elle avait déjà un retour plus de 100 actions déjà menées sur le territoire. Alors, on essaye aussi d'enrichir ce temps, cette réunion de lancement de la semaine, par de l'actualité sur la santé sexuelle, et vous verrez qu'on a d'ailleurs un peu complété l'ordre du jour pour que ça soit aussi un temps pour vous de discuter de ce qui se fait en ce moment. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint, la présentation qui est affichée à Oui. l'écran? C'est tout bon? C'est parfait. Donc, on va revenir dans un premier temps sur le bilan de la semaine de l'année dernière et on verra comment faire le bilan cette année. Ensuite, sera abordée l'organisation de l'événement, donc de la semaine de santé sexuelle cette année, que ce soit autant en termes de communication que sur les actions qui sont à promouvoir. Et on verra aussi ce que vous envisageriez éventuellement de faire pour promouvoir l'événement en 2027. Et nous terminerons par les actualités santé sexuelle avec le programme EVAR et EVARS, l'enquête en vie qui en dit un peu plus sur la santé sexuelle des jeunes. Mon test, un point avec justement Mélodie sur mon test IST à domicile pour les moins de 25 ans. Vous en avez entendu parler également, le remboursement des protections menstruelles réutilisables. Marie interviendra sur la PrEP injectable en lien aussi avec la plateforme de formation en e-learning format santé sexuelle. Et je terminerai sur une présentation du dispositif Handi Gynéco et voir où justement on en est de son déploiement en région Centre-Val de Loire. Voilà, donc le programme est assez chargé. Eh bien, Marie, Mais je parle je crois. vite. Non, ça va le Donc, le faire. bilan de la semaine de santé sexuelle 2025, ça portait, comme habituellement, sur les 4 thématiques que sont le consentement, la contraception, les dysfonctions sexuelles et la prévention des IST. L'année dernière, on avait la chance d'avoir une communication nationale de Santé publique France et le CORES se communique tous les ans sur ses réseaux sociaux et via les outils de communication qui vous sont donnés. L'objectif identifié, c'était de permettre à toutes et tous de trouver les ressources et les solutions à leurs questions, aussi bien sur le terrain avec les actions menées par les acteurs de santé sexuelle et en promouvant le site Questions Sexualité. L'année dernière, il y avait
eu 50 structures qui ont mené des Non, actions c'est l'inverse. Ah, l'année pardon, dernière. 50 oui, non, structures. c'est moi qui me suis trompée. Non, j'ai rien dit, pardon. Non, c'est moi qui bug. 50 structures avaient mené Oui, des oui, actions bien sur sûr. les 6 départements de notre région. Ça faisait 10 nouvelles structures par rapport à l'année passée et 141 actions étaient recensées, ce qui est plutôt positif, ça augmente bien. Les actions étaient variées, distribution d'outils, de documents, affichage, ateliers collectifs, des stands, des consultations, des dépistages, des ciné-débats. Vous êtes inventif dans de nombreux lieux, dans vos structures, mais aussi dans l'espace public, le milieu scolaire, dans les hébergements collectifs, les établissements de santé, les missions locales, les réseaux sociaux et Internet. On vous met tout ça parce que ça peut aussi donner des idées pour les personnes qui n'ont pas encore mené d'action. L'idée, c'est d'avoir un peu des répertoires. Pareil, n'hésitez pas à consulter sur le document Excel partagé. L'idée, c'est bien que tout le monde ait accès à toutes les infos pour aussi s'en inspirer. Et donc, il y avait une campagne numérique régionale sur le Corrèze et puis par toutes les structures qui ont des réseaux sociaux dans la région. Merci à elles de relayer. Et on avait fait appel à l'achat d'influence avec l'influenceur Cœur Nichon. Alors, au niveau national, il y a évidemment un bilan qui est fait et qui est remonté auprès de la DGS par le questionnaire Solène, dont je vous expliquerai les modalités un petit peu plus tard. Donc pour l'année dernière, effectivement, il y avait eu au niveau national 326 répondants avec un taux de réponse de 235 réponses exploitables. Et si on regarde bien, on est plutôt quand même parce qu'on n'est quand même pas la plus grosse des régions, et on est plutôt bien placé justement en termes de qualité de réponse, puisque là, ce sont les nombres de réponses exploitables. Donc, vous êtes de bons élèves. Voilà, en Centre-Val de Loire, à la fois, il y a une belle augmentation, vous l'avez vu quand même, d'année en année, il y a une belle augmentation du nombre d'actions et du nombre d'acteurs qui se saisissent de cet événement-là pour promouvoir la santé sexuelle. Et en plus, le bilan est correctement réalisé et plutôt bien fait dans notre région. Donc, on peut s'en féliciter et on peut vous féliciter surtout de ça. Effectivement, vous êtes de nombreux acteurs à répondre. Alors, par contre, on retrouve toujours à peu près les mêmes structures d'année en année. Il y a peu de variations en termes de pourcentage de répondants, avec une majorité d'associations qui répondent, suivies des CGID et des centres de santé sexuelle. Néanmoins, on verra que alors dans les associations, c'est très large et il y a aussi l'Exapa et l'Ecarude chez nous qui, en région centre, qui ont plutôt bien répondu. Après, ça va très loin. Il y a le centre Intimagir, donc ça c'est plutôt pour les populations en situation de handicap. Mais il y a également les établissements hospitaliers, les établissements scolaires, et donc là, ça va être surtout par l'impulsion souvent des infirmières scolaires ou des professionnels formés justement à intervenir en santé sexuelle. Ça peut être des profs. Et puis, voilà, il y a les missions locales, les structures sociales ou d'hébergement. L'assurance maladie, 0%, je pense que c'est un petit peu plus parce que sinon, vous n'apparaîtriez pas. Mais c'est vrai que, voilà, vous avez là l'éventail des structures qui répondent et qui s'impliquent. Alors, les types d'actions, on voit bien que c'est deux choses importantes, à la fois les actions de sensibilisation et d'information, donc, et on verra auprès de quel public dans la diapositive suivante, et aussi beaucoup, 39% d'actions de formation, donc auprès des professionnels. Et puis, il y a des actions type de prévention, c'est-à-dire dépistage et vaccination, qui représentent 23% des actions. Les thématiques abordées, vous le voyez, elles sont plus larges que les 4 thématiques proposées par Santé publique France, puisqu'on aborde également des choses, la discrimination, le chemsex, les interruptions volontaires de grossesse, la vaccination.
en plus effectivement de la contraception, du dépistage, des IST et des troubles, des dysfonctions sexuelles. On touche quand même l'ensemble des thématiques qui peuvent être abordées dans la santé sexuelle. Et c'est un moment de forte dynamique partenariale. Et là aussi, je vous le disais, et Marie vous le disait, l'année dernière, d'une année sur l'autre, on a une augmentation du nombre de participants en région Centre-Val de Loire. Et ça se confirme au niveau national avec 22% justement de nouveaux acteurs. Je vois qu'il y a une question, Monsieur Pinault. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour, je suis Romain Pinot. Je voulais réagir sur la slide d'avant, sur Oui, les différents intervenants. Je suis pharmacien, je suis mandaté oui. par l'URPS pharmacien aujourd'hui. En fait, Vous êtes dans là-dedans, le autre. voilà, c'est ça, d'accord. Donc, c'est OK. les libéraux, on est autres, c'est ça? Eh bien, j'ai C'est l'impression que vous êtes autre. c'est vrai que ça fait une D'ac- grosse catégorie. Ça fait une grosse D'accord. catégorie, effectivement. Je suis Et complètement d'accord. Ça peut faire alors, partie des choses qu'on peut faire remonter d'ailleurs, pour mieux donner plus de visibilité aux libéraux et peut-être aux catégories professionnelles. ben, oui, parce que du coup, on a l'impression que là, en lisant le diagramme, on a l'impression qu'on Bah, n'est pas vous trop bossez pas, présent. quoi. Oui, Voilà, c'est ça. Déjà, à C'est bien. minima, faire une catégorie. Et les c'est ça. CPTS, elles sont qu'à 0,4%. Et finalement, et c'est ce que je viens de voir le commentaire Mm. en conversation là. C'est vrai, maintenant, on a quand même le biais aussi des CPTS qui est quand même un relais, qui peut être un relais important pour toucher toutes les professions de santé enfin, sur un Oui, territoire donné. Donc voilà, donc là les libéraux, on est bien dans autre et CPTS 0,4. Bon oui. bah on va faire 4,4 l'année prochaine, c'est Voilà, c'est ce parfait. que j'allais dire. L'avantage, c'est que vous avez une belle Je vous marge de remercie. progression. Je vous remercie. Mais je vous en Alors prie. c'est nouveau, enfin c'est nouveau pour moi. L'URPS avait besoin de quelqu'un pour les représenter, donc je prends un peu le train en route, mais je vais faire de mon mieux. C'est très Merci. bien. Bah, merci à vous. Alors, les publics qui sont touchés, alors évidemment, il y a deux publics majoritaires. Je dis évidemment, bah, d'abord parce qu'ils sont plus forcément déjà rien qu'au sein de la structure, ils sont davantage, enfin de la structure, au sein de la population, ils sont davantage présents. C'est la population générale et les jeunes de moins de 26 ans. Donc forcément, ils sont ils sont majoritairement représentés, mais ce que l'on constate sur les publics dits cibles, eh bien, il y a une augmentation sur les usagers de drogue et les personnes en situation de prostitution, travailleuses du sexe sont également un peu plus touchées par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai que dans notre région, on se faisait la réflexion avec Marie, on sait qu'il y a davantage de XAPA et CARUD qui ont participé aussi, enfin qui participent à ces actions. Et donc les usagers de drogue, effectivement, en Centre-Val de Loire, sont aussi plus touchés par ces actions qu'elles ne l'étaient précédemment. Voilà. En tout cas, sinon, on voit qu'il y a quand même une tentative d'aller toucher tous les publics, quels qu'ils soient. Voilà, y compris les personnes âgées que j'ai vu apparaître comme public cette année par rapport aux années précédentes où elles n'étaient pas référencées. Donc c'est intéressant. Et là, j'ai trouvé que c'était aussi très bien de vous montrer ça, c'est l'estimation du nombre de personnes ayant bénéficié de ces actions. Et alors, c'est sur les répondants. Mais quand même, sur les répondants, on est plutôt bien classé, puisque en Centre-Val de Loire, vous êtes la deuxième région, semble-t-il, d'impact en tout cas auprès des populations. Alors, on sait qu'un événement, ça prend du temps avant d'avoir de la visibilité, ça doit s'inscrire au fil des années. Eh bien, en tout cas, ça monte progressivement et ça, c'est vraiment parce que les professionnels et les structures et les associations s'investissent et s'impliquent de plus en plus. Donc, c'est parfait et vous pouvez vous en féliciter.
Alors, dans les actions de prévention, tout à l'heure, on en a parlé, il y en a deux, il y a dépistage et vaccination. 50% au niveau national des participants ont mené une action de dépistage, soit par TROD, soit par sérologie. Et il y a eu également des PCR, chlamydia et gonocoque de réaliser. Et on voit là aussi, une fois encore, que Centre Val de Loire est très bien positionné avec un nombre de dépistages chlam-gono très important, surtout par rapport à la taille de la région. On est toujours évidemment sur les répondants, sur les réponses pouvant être évaluées. Alors peut-être que d'autres régions, malheureusement, sont pénalisées sur ces résultats parce que les personnes ne répondent pas bien au bilan. D'où l'importance quand même, voyez, de faire remonter les résultats de vos actions. Au niveau de la vaccination, 13% ont mis en place des actions de vaccination. C'est normal que ce soit plus restreint puisque il y a beaucoup moins de professionnels, je pense, en capacité de faire de la vaccination plutôt que de proposer du dépistage. Je parle dans des structures ou des acteurs qui font habituellement de la santé sexuelle. C'est vrai que le dépistage est plus présent dans l'activité que la vaccination. Les vaccinations, d'ailleurs, on voit que c'est surtout HPV et hépatite B qui ont été notées parce que ce sont les vaccinations réalisées notamment en Cégide. Donc, ce sont essentiellement les Cégides qui ont mené des actions de vaccination. Quels sont le retour des acteurs, et c'est important, pas uniquement des chiffres, mais aussi en termes de qualité. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on voit que cet événement, il s'inscrit dans le temps, son effet est durable. Ça, c'est le sentiment et le retour des acteurs, c'est-à-dire que oui, c'est un événement qui a lieu une fois par an, mais je trouve que dans les points positifs, ce qui est important, c'est de voir que on a vraiment les acteurs, vous avez l'impression que ça s'inscrit dans le temps, que ça a un bénéfice parce que finalement, eh bien, ça permet de libérer la parole et de plus en plus, les gens vont être plus à l'aise de discuter santé sexuelle, de poser des questions et d'aller voir et d'interroger les professionnels. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ça permet aussi, pas que aux personnes qui bénéficient, qui vont demander des renseignements, mais aussi aux professionnels. Je pense que de plus en plus, les professionnels, toutes catégories confondues, eh bien, les professionnels de santé vont aussi être de plus en plus à l'aise et se former davantage également à parler santé sexuelle. C'est souvent l'occasion d'une dynamique partenariale importante, de partager les pratiques, donc de formation, mais également de collaboration entre les acteurs, autant pour de la formation que pour des actions à mener. Ça permet de diversifier aussi ses lieux d'intervention, de toucher, vous l'avez vu, beaucoup de publics différents et aussi c'est des actions qui se mènent d'ailleurs, on l'a vu, beaucoup en actions hors les murs. Plus de 50% des actions sont menées hors les murs. Ce qui est reproché de la part des acteurs et que on partage ce sentiment, c'est qu'il y a une visibilité nationale qui est insuffisante, ce qui fait que l'événement est encore trop peu connu de la population générale. Ça nécessite un relais par les collectivités territoriales et il faudrait, le sentiment, les acteurs aimeraient varier les thématiques aussi qui sont proposées avec davantage d'outils numériques. C'est le besoin qui est ressenti. Les moyens humains et toujours financiers parce que les finances, c'est c'est le nerf de la guerre et on va en voir après les impacts justement. Donc on est complètement d'accord, ça serait bien de pouvoir mettre davantage d'argent dans la prévention. Et puis, une période parfois peu propice, ce mois de juin, pour toucher certains publics et notamment les étudiants, puisqu'effectivement, les étudiants, en général, à la fac, en tout cas, leur année est quasiment, est finie au mois de juin et il reste peu de monde au sein des campus, donc c'est plus difficile de les toucher au moment de leurs études. Et il n'y a pas véritablement d'évaluation de l'impact
c'est-à-dire qu'on voit là un bilan effectivement des actions qui sont menées. Ce qu'il manque, et c'est aussi très coûteux et très difficile à faire, c'est de voir l'impact de l'organisation de cet événement et du fait de parler de la santé sexuelle. Pour évaluer le bilan de cette semaine de santé sexuelle pour 2026, ça se fera également par le questionnaire via Solène. Alors, pour l'année prochaine, normalement, les ARS devraient être interrogés sur le questionnaire pour éventuellement l'adapter, l'enrichir. Et tout à l'heure, on disait justement que les libéraux et les catégories professionnelles étaient a été finalement rendu invisible dans ce bilan, et ça fait partie des choses effectivement que l'on peut remonter, parce que si on veut voir si les professionnels libéraux se saisissent de l'événement, eh ben, ça serait bien qu'ils aient une catégorie propre, effectivement. Donc ça peut être par exemple une des choses qui pourrait être demandée. Sinon, comment ça fonctionne Solène et comment vous pourrez faire le bilan? Eh bien, en fait, Solène, c'est la DGS qui ouvre une campagne, une enquête, qui crée le formulaire. Et à partir d'une certaine date, la DGS informe, donc la Direction Générale des Soins, informe les ARS de l'ouverture de cette campagne. Et nous, avec un logiciel, on va envoyer un mail d'invitation dans lequel il y aura le lien qui permettra d'accéder au formulaire pour compléter l'enquête et faire le bilan de cette semaine. Évidemment, pour que je déclenche, donc c'est moi qui me charge au niveau de l'ARS Centre-Val de Loire de cette ouverture de campagne et de l'envoi des mails d'invitation. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on vous demande de remonter auprès du CORES les adresses mail. Et moi, c'est Marie Granger, la coordinatrice, qui est là donc avec nous, qui me remonte en fait, qui me fait parvenir l'ensemble des adresses mail pour que je puisse diffuser le lien d'invitation. Là, il faut qu'il y ait normalement un questionnaire de rempli par structure. Et si une structure participe uniquement en tant que partenaire si une structure participe à une action uniquement commune, eh bien, il faut s'il y a une action qui est faite par plusieurs partenaires, ça va être le porteur principal qui va devoir remplir le questionnaire et qui indiquera justement les structures impliquées en tant que partenaire. Et c'est comme ça que ça se fera pour les actions mutualisées. 2026, eh bien, nous repartons sur la même date, c'est-à-dire du 1er au 7 juin, la même période, c'est la première semaine de juin. Et on l'a vu avec les mêmes thématiques qui n'ont pas toujours été celles-là. La semaine de santé sexuelle, pour le rappel, ça vient de la stratégie nationale de santé sexuelle et qui date de 2017. C'est un événement qui a été voulu donc tout simplement pour libérer la parole et permettre aussi au grand public, à tous les publics, de parler plus facilement et d'avoir davantage de réponses autour de leurs problématiques qu'ils pourraient avoir en santé sexuelle. Donc l'objectif, c'est que les publics aient davantage de ressources et de solutions sur leur territoire. Et bien évidemment, l'objectif est que ça dure dans le temps et qu'il y ait de plus en plus de visibilité et de promotion de la santé sexuelle. Alors, on parle de communication et on parle d'argent. Les années précédentes, Santé publique France avait mené des campagnes. L'année dernière, il y avait, donc là je vous ai remis à la fois les spots diffusés à la télé et puis aussi les campagnes en ligne. Donc cette campagne que vous voyez autour des 4 thématiques, elle existait déjà en 2024, elle a existé renouvelée en 2025 et en théorie, Santé publique France aurait dû changer la campagne et les thématiques. Santé publique France est touchée par une baisse de financement a vu son budget baisser, son financement baisser de 40%.
Et donc, il était envisagé plutôt une reconduction de la campagne. Et finalement, au niveau ministériel, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a une commission maintenant qui arbitre sur sur les communications qui doivent être faites. Et donc, eh bien, nous sommes dans l'attente de l'arbitrage de cette commission pour savoir si Santé publique France diffusera une campagne de communication autour de la semaine de santé sexuelle. Donc là, ce qui fait qu'à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse à vous apporter, à savoir s'il y aura une communication nationale. Donc vraiment, quand on dit qu'il faudrait plus d'argent, on est tous d'accord ici pour le dire, mais la réalité actuelle, c'est les contraintes budgétaires très fortes. Voilà, qui impactent la prévention. Ce qui veut dire que en termes d'outils, l'année dernière, pareil, vous aviez à votre disposition des affiches, des flyers, etc., avec un catalogue qu'avait envoyé Santé publique France, qui était disponible à partir d'un mail d'invitation qui avait été adressé fin avril. Eh bien, pour 2026, je n'ai toujours pas non plus de visibilité, à savoir, est-ce qu'il y aura des outils de communication réalisés par Santé publique France? C'est toujours en attente d'arbitrage par la commission ministérielle de communication. Donc, je ne peux pas vous dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais à ce jour, je ne peux pas vous le confirmer. Voilà. Ça veut dire que, eh bien, heureusement qu'il y a une communication régionale et c'est là où je laisse la main à Marie. Donc, nous, c'est la communication que je pense que maintenant vous avez tous vu au moins une fois. Dites-le avec des fleurs. Donc, on l'a reconduit cette année. Donc, vous avez 8 affiches, une générique et une sur chacune des thématiques de santé sexuelle identifiées quand on avait fait la campagne. Tu peux passer deux diapos, je pense. Et 2 affiches plus orientées VIH, c'est l'historique du corps et vie. Et de toute façon, qui est toujours aussi présent dans nos missions. Et en plus, on les utilise particulièrement aussi pour le 1er décembre en fin d'année. Vous avez aussi un flyer qui rappelle aux usagers la prévention combinée, une exposition de santé sexuelle que vous pouvez utiliser avec un seul panneau, tous les panneaux. Ça peut être de l'affichage dans un service, ça peut être de tous les panneaux lors d'un événement, qui est également disponible à la FRAPS, dans les antennes des FRAPS départementales. Oui, ce n'est pas imprimé. Elle est imprimée, si. Oui, je dis ce n'est pas oui, pardon. Imprimé. On peut aussi l'imprimer, mais l'idée, c'est d'utiliser des grands panneaux qui peuvent être utilisés. Tu peux avancer. On enverra dans les semaines qui arrivent un kit de communication numérique pour les structures qui ont des réseaux sociaux. Voilà, en général, c'est bien utilisé. Et vous avez les usagers d'ailleurs également à disposition. En fait, toute la campagne renvoie vers ce site ma santé sexuelle cvl.fr, sur laquelle on retrouve bien toutes les actions qui ont été recensées dans le tableau Excel à cet effet. Et donc, ça permet aux usagers, mais aussi à la presse, de retrouver les actions et de pouvoir communiquer et d'orienter les personnes. Et vous ça y retrouvez également, et ça oriente également vers le site national santé sexuelle de référence pour les informations plus globales sur toute la santé sexuelle, justement. Ça ne fait pas vraiment doublon. un outil plutôt régional sur la mise en avant des acteurs et des actions. Et après, pour les réponses aux questions de santé sexuelle, il y a un site national qui est très bien fait pour ça. Vous y retrouvez également les outils, les vidéos. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a dessus. Et on met également donc à disposition des goodies cette année, des tote bags, des stickers et des éventails. Le mois de juin, c'est aussi le mois des marches des fiertés. Donc voilà, les commandes sont centralisées, finalisées depuis avant-hier, mais bon, on acceptera les commandes jusqu'à la semaine prochaine. Et pareil pour le recensement des actions, si vous n'avez pas encore rempli, j'en ferai rien ce week-end. N'hésitez pas à finaliser la saisie. Et donc, dans les prochaines semaines, avec l'ARS, on finalisera le communiqué de presse qui sera envoyé à toute la presse de la région
cette année avec un dossier de presse complémentaire pour plus d'infos. On essaie de mettre pas mal enfin, ça, c'est une action assez importante parce que les relais presse sont toujours importantes pour que les usagers puissent identifier les actions que vous menez. Et puis, vous recevrez un mail également pour aller chercher vos commandes dans les antennes Fraps, si vous avez passé commande. Donc ça, c'est le communiqué. Et donc, dans le tableau Excel, il y a bien une colonne avec est-ce que vous souhaitez une communication grand public de vos actions enfin, l'idée, c'est vraiment de dire oui si vous voulez que ça figure sur les réseaux, sur les communications qu'on fait, ou non si vous ne voulez pas. C'est notamment vrai des actions envers des publics cibles ou des actions fermées dans des établissements scolaires. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. Peut-être on fait les 2 slides avant de faire un tour d'échange. Oui. Si vous avez des questions. On voulait échanger avec vous sur... tu peux avancer d'une slide, s'il te plaît. Du coup, dans ce contexte national un peu flou, et puis, en fait, nous, on fait la semaine de santé sexuelle en région Centre, Val-de-Loire. C'était l'appellation de la stratégie nationale de santé sexuelle. Mais dans les autres régions, il y a les semaines de santé sexuelle, le mois de la santé sexuelle, le mois de la santé sexuelle sans tabou. Ça, c'est les Pays de Loire. Grand Est, cette année, font le mois de la santé sexuelle. Et le ministère, l'année dernière, avait communiqué sur la semaine de la santé sexuelle. C'est ce qu'il faisait auparavant. Donc, on voulait un peu avoir vos avis sur cette question-là. Et puis, sur la slide d'après, comme ça, on peut mutualiser le tour de questions. Sur les outils, on ne sait pas encore quelle campagne de communication sera retenue pour 2027. S'il y aura un changement ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir vos retours terrain si ça, c'est des outils qui vous sont pratiques, si vous avez d'autres besoins d'outils auxquels on ne répond pas, mais qui pourraient être intéressants. Donc voilà, si vous voulez prendre un peu la parole sur ces 2 questions de c'est quoi le format idéal pour vous, 1 semaine, plusieurs semaines, 1 mois. C'est ça, Si sachant vous avez envie que de parler d'une des actions que vous menez, vous, cette année, ou que vous auriez aimé mener, mais que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre, et puis sur les outils. Oui, Anne, si tu veux me compléter. voilà, sachant qu'en fait, dans les communications nationales, notamment faites par Santé publique France, il n'y a rien qui est estampillé la semaine de santé sexuelle. C'est juste une période où il y a des spots publicitaires, de la communication sur les réseaux qui va parler de la sexualité ou de la santé sexuelle. Mais ce n'est pas un événement estampillé la semaine de santé sexuelle, sauf peut-être sur le ministère de la Santé. Mais c'est pour ça que le fait d'élargir, ça peut être... alors évidemment, on appelle ça la semaine de santé sexuelle, mais les actions, il ne faut surtout pas s'interdire d'en faire avant, après, pendant. L'idée, c'était aussi d'en faire au moment de profiter de la communication nationale, sachant que la communication nationale débute avant. Mais après, pour donner plus de visibilité, ça peut être aussi un choix, et certaines régions l'ont fait, de parler du mois de la santé sexuelle, de parler des semaines de la santé sexuelle, ou alors de continuer à parler de la semaine de santé sexuelle. Et c'est vrai que on peut très bien, là on imaginait vous interroger à la suite de ce webinaire, d'interroger tous les acteurs pour savoir finalement ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent de faire pour donner plus de visibilité à cet événement, sachant que des fois, donner plus de visibilité, c'est garder aussi la même ligne conductrice et ne pas faire trop de changements. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, en plus de vous interroger, de vous questionner suite à ce webinaire dans les mois qui viennent avec un formulaire Google Form, hein, l'idée c'était de pouvoir aussi éventuellement interroger aussi les participants à ce webinaire, savoir comment vous imagineriez les choses pour 2027, parce que on pense que c'est le bon moment. S'il doit y avoir un changement, c'est plutôt opportun de le préparer 1 an à l'avance. Ça vous laisse dubitatif. Ah, Madame Forêt-le-Chat? Oui, bonjour. Donc, Séverine Forêt-le-Chat. On t'entend pas bien du tout. T'es loin, loin, loin.
Séverine Forêt-le-Chat. C'est mieux là? Non. Comme si c'était pas le bon micro. J'ai mon micro au maxi. Ah ben là, on vous entend plus du tout. Vas-y, restez. Je peux pas faire mieux, a priori. Bon, au pire, Bah alors, vas-y, parlez puis fort. ça y est, je t'entends. Ouais, je t'entends. Alors, ce que je voulais juste exprimer, donc je suis conseillère conjugale et familiale au centre de santé sexuelle de Tours et Loche et Descartes. Moi, le format une semaine me convient avec, moi j'avais à l'esprit l'ouverture qu'on pouvait faire 15 jours avant, 15 jours après. Mmh. Donc dans les faits, c'est ce qui se passe. Et par contre, ça veut dire qu'au niveau des goodies, il faut quasiment les avoir, parce que moi je suis sur un secteur rural, donc quasiment un mois avant cette fameuse semaine. Voilà. Mais je trouve Ok. qu'il y a une semaine de référence, bah, on se mobilise, on a la communication qui va avec. Moi, ça me convient comme format. Ok, donc mener des actions même un peu avant, un peu après, puisque la communication, elle est faite un peu avant la semaine estampillée. Mais la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut avoir les outils de communication suffisamment en amont. C'est Ok, ça. d'accord. Bon, on interrogera. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur le sujet? Peut-être un avis différent? Non, a priori. Ok. Et est-ce que par rapport aux outils, effectivement, qui sont proposés, les affiches, la communication réseau, les flyers, les tote bags, à un moment donné, je crois qu'il y avait des sucettes, des bonbons, des choses comme ça aussi, je crois. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux ou des choses dont vous auriez besoin, des choses différentes? Oui, je vous laisse la parole de nouveau. Bah, dans ce que j'ai pu constater, tote bag, on n'en avait pas assez, mais ça, c'est parce qu'en fait, ça permet les fascicules, si on en donne tout ça, on leur donne avec et bah, ça reste. Les autocollants, plus ou moins. L'éventail, moi, ça fonctionnait pas des masses. Par contre, ce qui fonctionnait bien, c'était les petits paquets de bonbons. Vraiment. Voilà. Et après, je sais Ok. pas s'il pourrait y avoir d'autres supports. J'avoue que j'ai pas réfléchi, mais le tote bag, en tout cas, moi, j'aurais besoin de plus. Le pôle santé publique de Dreux? Oui, bonjour. Je suis Madame Bouméziane, infirmière coordinatrice au pôle santé publique. Bonjour. Effectivement, nous, on fait pas mal d'actions auprès des jeunes et on avait vu que ce qui accrochait pas mal, bah, c'était les petites sucettes, les petits bonbons, parce que du coup, en fait, ça les attirait vers le stand, par exemple, quand on faisait un stand d'information. Bah, c'est des petits goodies, des petites choses qui peuvent aider un petit peu à accrocher avec les jeunes. Donc voilà, c'était juste pour le signaler. Ok. Monsieur Pinault? Moi, c'est une question. Alors, si ces outils-là, on peut les commander les quantités qu'on veut ou comment ça se fait? Parce que si jamais on imagine inclure les pharmacies dedans, bah, ne serait-ce que sur l'Indre-et-Loire, on est déjà 200, sur le 41, enfin avec le 41, on est 300. Si on fait toute la région, ça peut Souvent. faire beaucoup de monde en fait. Donc je voulais savoir, Oui. voilà, parce qu'on peut faire on peut faire à ce stade-là, bon, monter une action spécifique avec le RPS pharmacie, je ne sais pas, mais par contre peut-être relayer les campagnes, ça c'est certain que ça peut se faire, mais il nous faudra effectivement des outils et en termes de quantité, comment ça se passe en fait? L'idée, c'était vraiment de faire du proportionnel en fonction des besoins et des structures. C'est sûr que ben, il y a ça, derrière les outils, il y a des coûts Bah oui. et l'idée, c'est que plus c'est grand public, ben, plus on va sur les outils qui ont un coût moins élevé, le, le moins élevé étant les affiches et Mm. les flyers. Effectivement, je pense que pour les acteurs libéraux, c'est des outils normalement qu'on a en suffisamment quantité pour que ce soit possible pour vous, hein. D'accord. Même, Euh, alors, parce que je suis également dans la CPTS Nord-Touraine, donc ouais. là, nous, on est 90. Mm. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse savoir, ne serait-ce que sur ce territoire-là, il y a déjà ça, mais après, si on inclut les autres CPTS,
Je pense qu'on Il y a du s'adaptera volume, quoi. quand on sera confronté aux soucis, mais là, on n'en est pas là, quoi. Pour le moment, on arrive à répondre aux besoins sur le D'accord. flyer et les affiches. D'accord, ok. Et par contre, sur les autres outils, effectivement, ben, c'est des outils qui coûtent plus de sous. Le tote bag, c'est le bon exemple. Ouais, mais ça, on va Donc, pas pouvoir le mettre dans toutes les pharmacies. C'est pas... non, c'est Non, ça, mais même pour Ça va pas répondre être à possible. Séverine, c'est sûr qu'on n'est pas en capacité d'en acheter beaucoup plus que ce qu'on fait déjà. Bah, c'est un peu le jeu, il faut choisir les actions sur lesquelles on les distribue et Par contre, les autocollants, on peut facilement les mettre dans les pharmacies, dans les salles d'attente, c'est peut-être une bonne les cible, les cabinets. libéraux, effectivement. C'est assez facile à mettre. En plus, il y a le QR code, donc on va avoir une cible de personnes plus jeunes qui vont les flasher. Ce qui pourrait être intéressant, c'est tester, comme ça, si on voit que ça fonctionne, l'année prochaine, on voit pour adapter les commandes. Si vous voulez, vous, en prendre Mm. dans votre structure pour voir si ça part, si ça fonctionne, si ça a l'air de partir, on Si peut ça fait essayer, hein. exploser tout. c'est vrai que j'imagine ça au niveau de là où sont vendus les préservatifs, hein. Vous collez sur le pilier d'à côté des préservatifs. Bah, La santé sexuelle, c'est aussi ça. Et enfin, peut-être qu'effectivement, même sur même sur le le distributeur plexiglas, là. extérieur, en fait, hein. Même Oui, sur le voilà. distributeur Ah oui, extérieur, vous le mettez directement dessus c'est ça, exactement. Ah pour bah faire ça, une je suis campagne de d'ailleurs. collage. J'allais dire, pour le coup, c'est une idée qu'on peut retenir. Ah C'est une oui, campagne de collage et complètement. vous mettez ça sur les distributeurs. Avec l'accord Exactement. de l'IRPS, Ouais, bon, on va en parler de ça. Et puis, ok. ça peut être intéressant en tous les cas. Mais ça peut se mettre. Enfin, après, les distributeurs, il n'y en a pas qu'aux pharmacies, hein. Vous en avez dans les collèges, enfin, les lycées, Ouais, carrément, non, c'est une bonne tous idée, les je trouve. établissements, vous mettez ça dessus. Et du coup, Bon, ça renvoie vers le stickers. site. Ouais. Stickers sur les... Ok. Madame Forêt, votre main, vous aviez une nouvelle question? Oui, juste sur le tote bag, en fait, parce que tout à l'heure j'entendais pour le QR code, il n'y a pas le QR code sur le tote bag? Il arrive cette année. Ah, ok. Bien vu. Il y Ouais. sera là sur celle que vous allez recevoir. Très bien. Et donc, la question, c'est, là, on aborde déjà aussi une des questions, c'est les actions à mener. Bah oui, effectivement, coller cet autocollant sur les distributeurs de préservatifs, ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'il y a des actions pour certains que vous avez menées l'année dernière, où vous pensez qu'ont bien fonctionné, ou est-ce que vous avez des idées éventuellement pour cette année de choses que vous que vous auriez envie de faire? Ou alors des choses sur lesquelles vous pensez que vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir les mettre en œuvre. Les actions, ça peut être autant de, vous l'aurez compris, favoriser la parole du public donc sur la santé sexuelle, informer ou former les professionnels. Ça peut être des temps de formation aussi entre professionnels sur des thématiques où vous avez besoin de monter en compétences. Ou ça peut être effectivement des actions de dépistage, de prévention, et là, vous pouvez mutualiser vos compétences. Oui, Monsieur Pinault. Ces temps de formation, ils seraient animés par qui? Alors, ça dépend, tout dépend du besoin, mais c'est vrai que les années précédentes, il y a pu y avoir entre participants, entre acteurs, il y en a qui ont émis le besoin, et ça peut être un acteur qui répond, ou alors faut voir avec le CORES, peut-être que au sein du CORES, il y a des membres qui seront ressources et qui pourraient dispenser très bien des formations. Il suffit tout simplement de remonter le besoin. Parce que, alors là, c'est vraiment en pensant à ça et à l'évolution des pharmacies en ce moment. Oui, Je fais le parallèle avec les entretiens femmes enceintes qui sont des entretiens très courts ou les oui. entretiens antalgiques qui sont des choses qui sont très facilement. Alors pour cette année, c'est sûr que non, mais pourquoi pas essayer de monter un dispositif comme ça pour l'année prochaine? Ce serait d'imaginer un entretien santé sexuelle très 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 court avec une base de formation qu'on peut donner aux confrères et qui permet d'aborder les différentes thématiques. Je pense que parce qu'en plus on fait le lien après avec les vaccinations Mm.
qui commence quand même à bien fonctionner en pharmacie. Donc, Alors, ça peut être une idée Ça, pour je l'année pense qu'on prochaine peut, après, hein. on peut complètement en reparler sur la commission oui, pharmacie. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, quitte à le Mm. faire sur les semaines de santé sexuelle. Mais moi, je me note l'idée en tous les cas et je me le mettrai à l'ordre du jour pour la commission pharmacie. ça peut aussi faire le lien avec l'action qui est envisagée justement par le CORES d'un parcours de formation court, hein, pour obtenir un espèce de label accueil santé sexuelle, justement, Ouais. ce qui permet Mm. aux professionnels de tout champ, hein, qui ont suivi ce parcours de formation, l'idée étant de faire des formations dans le temps, mais des modules assez courts qui peuvent être suivis en e-learning. Et une fois que, je dis pas de bêtises, hein, Marie, normalement c'était ce qui était ambitionné, et une fois que le professionnel a fait ces temps de formation, ça lui donne la possibilité d'avoir un label, pardon, notamment accueil santé sexuelle, avec l'objectif étant derrière d'avoir un affichage possible de ce label par professionnel, et ça favorise aussi bien la parole de la personne qui vient, par exemple qui viendrait en pharmacie. Si tout d'un coup votre pharmacie elle a le label accueil santé sexuelle, et ben ça peut justement permettre de pouvoir en parler et tout ça. Donc ça va un peu dans cet esprit-là, je pense, votre besoin. Oui, clairement, ouais. Voilà. Bah, ça fait partie des objectifs du CORES, normalement, qui avaient été identifiés par les membres du CORES. Donc, je pense que voilà. Et moi, je suis à fond dedans, donc il n'y a aucun souci. Il y a une J'arrête pas commission, d'en Anne, si parler. tu veux, hein. Oui, 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 bah, t'as remarqué, j'ai déjà marqué la priorité, hein. Pour chaque commission, j'ai mis les priorités, et celle-ci fait partie de la priorité sur les formations et qui se retrouve partout, que ce soit pour le dépistage, etc. Ça se retrouve partout. Donc, j'ai déjà noté les priorités. Ça fait partie des priorités aussi de l'ARS, de Et répondre à puis ce besoin des acteurs. ça se relaie facilement avec les CPTS, hein, ce genre Oui. Ouais. de circuit de formation. Voilà. Et l'idée, on pense, enfin, je sais pas, peut-être, je pense pas qu'on se soit trompé, mais effectivement, lors de la réunion où on a un peu imaginé ce qui pourrait être fait avec le CORES, c'est vrai que l'idée de format court, de formation en e-learning assez court et échelonné dans le temps, et ensuite permettant de valider un label, enfin, un cursus, c'était quelque chose, un format qui pourrait intéresser les professionnels. On s'était dit ça. C'est un mini MOOC. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions sur les actions qui pourraient être menées, les envies, les choses qui ont fonctionné? Non? Eh bien, dans ces cas-là, je vous propose de passer au chapitre actualité santé sexuelle. Et je pense que nous sommes dans les temps. C'est ça qui est beau. Alors, on s'est dit on va mettre une thématique dans l'enchaînement, et c'est pour ça que la première thématique, ça va être les jeunes, et donc parler de ce programme d'éducation vie affective, relationnelle et à la sexualité lancé notamment au sein de l'éducation nationale. Vous le savez, depuis la rentrée 2025-2026, on en a pas mal parlé. L'éducation nationale essaye de mettre en place aussi bien donc pour tous les jeunes scolarisés, ça va de l'école maternelle en passant par l'école élémentaire avec le programme EVAR, donc d'éducation à la vie affective et relationnelle, et pour les plus grands, donc du collège au lycée, le programme EVARS, où là, à l'éducation vie affective et relationnelle, s'ajoute à la sexualité. Et pour aider, alors normalement, tous les établissements, évidemment, sont parfaits d'éducation nationale, ils l'ont déjà mis en route. Mais néanmoins, pour accompagner ce déploiement, parce que vous vous doutez, ce n'est pas si simple, pour accompagner ce déploiement, eh bien, il va y avoir une instruction interministérielle qui va sortir incessamment sous peu, puisque
on nous soumet le projet, notamment côté ARS, là, dans les semaines qui viennent. Et donc, l'instruction interministérielle qui est portée par la Direction générale des soins et par la Direction générale de l'enseignement scolaire, donc la DGS et la DGESCO, va venir accompagner justement la mise en œuvre de ces programmes. Et c'est tout l'intérêt d'avoir cette instruction, c'est justement pour faciliter aussi la visibilité de ce qui va se passer et aider aussi au déploiement des programmes au sein de l'éducation nationale et que nous, ARS aussi, eh bien, on puisse voir et les aider et les accompagner et avoir plus de visibilité sur la prévention qui peut être faite auprès des jeunes et notamment aussi auprès des jeunes scolarisés. Voilà. Il y a tout le programme déjà écrit par l'Éducation nationale et vous pouvez le consulter. Vous avez ici le lien pour aller voir le programme de l'Éducation nationale réalisé par eux, qui prévoit donc un programme progressif en fonction de l'âge et adapté au développement des jeunes, avec au moins 3 séances, en tout cas sur le collège et le lycée, au moins 3 séances annuelles spécifiques obligatoires sous la responsabilité des équipes pédagogiques. Ces 3 séances annuelles, elles étaient obligatoires depuis de très nombreuses années, mais elles n'étaient pas forcément accompagnées d'un programme structuré tel qu'il l'est maintenant. Ça intègre, ce programme et ces séances s'intègrent à l'enseignement scolaire et les intervenants sont soit les intervenants même de l'éducation nationale, qui les professionnels se forment au niveau de l'éducation nationale, mais peut faire intervenir des intervenants extérieurs par des associations agréées et pas uniquement au niveau du collège ou du lycée, mais cette possibilité maintenant est normalement en fonction des territoires, mais logiquement, la DGESCO l'a autorisé dès l'école maternelle et dès l'école primaire, et pas uniquement réservé au collège et au lycée, comme il avait été pu penser et initier, en tout cas au départ. Avez-vous des questions sur ces programmes qui se mettent en place? Oui, Madame Fauré, le chat. C'était juste une précision. Nous, au niveau des centres de santé sexuelle, on intervient, nous, les conseillères conjugales et familiales, également infirmières ou sages-femmes en CSS. Oui. On intervient dans ces animations au niveau des collèges. C'est pas Oui. que association. Oui, tout à fait. C'est association. Alors, en fait, c'est structure agréée, j'aurais pu marquer. Voilà, effectivement, ce n'est pas que association, c'est structure agréée, telles que les centres de santé sexuelle. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Vous avez raison d'apporter cette précision. Merci beaucoup. Marie, on continue sur la santé sexuelle des jeunes avec l'enquête. Je te laisse la parole. Oui. Donc, on voulait vous parler de cette enquête en vie sous la direction de l'INED et de la sociologue Marie Bergstrom. Elle a enquêté auprès de 10 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans afin d'éclairer sur les évolutions des pratiques et des comportements sexuels des 18-29 ans. Et dans les chiffres un peu phares qu'on voulait vous partager, c'était l'âge médian du premier rapport sexuel pénétratif à 17 ans,7, ce qui va plutôt dans le sens du vieillissement de cet âge pour la première fois depuis vraiment longtemps, 1940 je crois. Donc un peu une nouveauté dans les chiffres. Et sur ces 10 000 personnes, 2,7% des personnes étaient trans ou non-binaires. C'est la première fois qu'une enquête vient questionner avec des chiffres de cette ampleur les jeunes et la question du genre. 14% des personnes étaient non hétérosexuelles et 43% des femmes déclaraient avoir eu des rapports forcés ou à essayer de les forcer à subir ou à faire des pratiques sexuelles. Donc voilà, pour aller plus loin, on vous a mis le livre et puis il y a pas mal de communications en ligne que vous pouvez retrouver également. Ça questionne vraiment sur la santé sexuelle des jeunes avec une mise à jour des connaissances et des connaissances qu'on pensait avoir, quoi. Vas-y, tu peux avancer.
Eh bien, Non. Mélodie. Ah bah ça, c'est Mélodie. Alors, c'est ma partie du coup. Oui, moi je vais vous parler de mon test IST à domicile, en fait, qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle de l'assurance maladie. Et donc, notamment pour la prévention des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place en complément de mon test IST qui se fait en laboratoire. Donc, c'est mon test IST à domicile qui a pour objectif d'augmenter le recours au dépistage des infections donc, à chlamydia et à gonocoque. La cible, donc les jeunes de moins de 26 ans, donc 18 à 25 ans, donc ils sont éloignés du soin et ou défavorisés. Donc il y aura une évaluation qui sera réalisée par la Caisse nationale d'assurance maladie après une période de 2 ans. Donc la première phase a débuté en juillet 2025 avec l'ouverture des commandes du kit d'autoprélèvement vaginal. Et depuis quelques semaines, également disponibles en ligne les commandes de kits urinaires. Alors, je fais l'aparté, j'attire votre attention sur le fait que pour l'instant, il ne faut pas en faire la promotion et on a des difficultés d'approvisionnement. Je vous en parle parce qu'en fait, c'est disponible sur le site. Donc, j'anticipe peut-être d'éventuelles questions et connaissances que vous avez. Il y a des problèmes d'approvisionnement avec la situation géopolitique dans le détroit d'Ormuz. Et donc, l'assurance maladie n'est pas forcément en mesure aujourd'hui de répondre à une demande forte de nouveautés, etc. Donc, on nous a annoncé une mise en, enfin voilà, une normalité courant mai. Donc, éventuellement, pour la semaine du mois de juin, ça devrait être bon, mais je ne vais pas avoir de certitude. À part terminer sur ça. Donc, le dispositif repose sur 3 axes majeurs. Donc, l'utilisation d'une plateforme numérique de commande pour faciliter l'accès au dépistage, donc les supports que les jeunes, normalement, pour la plupart, ont. Le recours aux tests par autoprélèvement à domicile, ce qui permet donc aux jeunes de réaliser des tests sans consulter ni se déplacer. Donc, pour les jeunes pour qui ça serait un frein, voilà, c'est un frein qui est réglé. Et donc, la prise en charge à 100% des tests. Et je parle bien d'une prise en charge à 100% et pas d'une gratuité, puisque la participation forfaitaire de 2 € reste applicable. On passe ensuite au parcours du jeune pour vous visualiser un petit peu comment se déroule le processus. Donc, après avoir pris connaissance du dispositif, il va pouvoir se rendre sur le site pour commander un test de dépistage. Et il va devoir remplir un questionnaire d'éligibilité. Notamment, la première question, par exemple, ça va être sur son âge. Si la personne n'a pas entre 18 et 25 ans, elle ne sera pas éligible. Et s'il s'avère que donc, le jeune ne l'est pas, il recevra des informations de prévention et il sera orienté vers d'autres structures qui pourront éventuellement le prendre en charge. S'il est éligible, le kit lui sera envoyé. Une fois qu'il aura reçu, il pourra réaliser l'autoprélèvement et en cas d'absence de ce renvoi, il sera relancé. Le jeune donc renvoie le prélèvement, le laboratoire réalise les analyses et met à disposition les résultats sur sa plateforme. Le jeune est prévenu dès que les résultats sont disponibles. Si jamais il ne va pas voir ces résultats, il sera relancé. Et en cas de résultat positif, il est incité à prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé pour pouvoir entamer un traitement. Avant de voir la suite, j'ai 2 questions. Madame Mmh. Forêt et ensuite, ça sera Monsieur Pinault. Madame Forêt? Non, je n'ai pas enlevé ma main, donc je l'enlève. Ah, pardon. Ah. Eh bien, Monsieur Pinault. Moi, j'avais une question. Pourquoi on n'a pas fait le parallèle avec les tests du cancer colorectal qui est disponible chez les médecins, infirmiers, pharmaciens. Et en plus, on peut donner en fait des informations sur. C'est un moment privilégié pour faire de la prévention aussi. Et ça donne aussi
un repère si, parce que là, on parle de jeunes qui sont éloignés du soin Mm. ou défavorisés. Donc, si jamais ils reviennent avec un test positif, on leur dit allez consulter. Ils vont dire, je vais où? Je fais comment? C'est pas quelque chose d'envisageable, ça? Alors, je ne saurais pas vous dire quels sont après en aval ce qui est prévu sur ce dispositif-là par la Caisse nationale. En revanche, il s'agit bien d'une expérimentation pendant 2 ans. Mm. J'imagine que voilà, au fur et à mesure des échanges, là par exemple, votre retour peut être remonté et que ce sont justement les retours d'expérience qui vont pouvoir faire évoluer ce dispositif. En tout cas, il peut y avoir une communication faite au sein de la pharmacie Bien sur ce sûr. dispositif-là. Il y a des affiches de communication qui sont faites, Mélodie, ou pas? Alors, on a des supports qui sont disponibles. Je ne sais pas dans quelle mesure elles peuvent être transmises auprès des professionnels de santé. En tous les cas, on a bien des supports de communication. Je regarderai et puis à ce moment-là, je pourrais peut-être te les transmettre, Oui, on Anne, pour pourra le pouvoir les transmettre mettre avec avec le compte rendu. exactement, Parce, tout à parce que là, fait. il y a pas que. Alors, il y a les pharmacies, mais il n'y a pas que, hein. Il faut prendre Mm. Bien sûr. le trio avec le médecin et infirmier en plus, le généraliste en tout cas. C'est sûr Bah, que ça augmentera l'efficacité de ce type de campagne. oui, c'est vrai qu'on peut partir du fait que si un jeune est chez son médecin traitant et que peut-être c'est quelque chose qui reste, même s'il est suivi, quelque chose qui reste gênant d'aller faire le prélèvement en laboratoire, ça peut être une Mm. solution. Après, C'est sûr. Sachant que ça, c'est complémentaire à mon test Ouais, IST. C'est-à-dire c'est que ça. vous avez mon test IST qui s'adresse aux moins de 26 ans pour VIH, hépatite B, hépatite B, syphilis, chlam, gono. Et Mm. ça, Mm. la communication, les affiches, elles existent. Là, c'est complémentaire, c'est juste à domicile. Ouais. D'ailleurs, les Cégides pourraient aussi communiquer là-dessus parce que même pour les besoins de contrôle à plusieurs mois, etc., pour donner lorsqu'il y a des symptômes, des choses comme ça peut être une réponse aussi euh, sans avoir à se déplacer dans un laboratoire. Alors, on parle de jeunes aussi, alors défavorisés. Je vois assez aisément aussi des jeunes dans des situations pas défavorisées qui ne vont pas avoir envie d'en parler à leurs parents ou à leur médecin parce qu'ils connaissent les parents, etc. Donc là, on a une exclusion aussi d'une tranche de la cible, en fait, qui peut être importante, Pourquoi? alors que. Pardon? Pourquoi? Parce que en Bah, fait, là, si jamais. Vous avez dit que dans les critères, c'est les moins de 25 ans qui sont éloignés du soin ou défavorisés. ouais. Et on Oui, enfin, c'est la cible peut très bien prioritaire. Après, tous les jeunes sont c'est ouvert, le c'est quand prêt, même ouvert à tout le monde parce que comme il y a bien une, sûr. vous disiez Oui, qu'il y a oui, une, oui. on valide C'est ouvert aux l'éligibilité au 18-25 début. ans. C'est Voilà. 18-25 D'accord. ans. Ok. C'est ça le Donc critère l'éligibilité. d'éligibilité. C'est ça, mais C'est l'âge. en Ah fait, d'accord. c'est un complément du D'accord. dispositif Mon Test IST pour Hmm. venir répondre à une population qui serait éloignée du soin ou en précarité. D'accord. Parce que Comme, éloignée du comme, soin, comme je parce que l'avais compris, c'est justement, que voilà, c'était C'est vraiment que l'âge. les moins de 25 ans, éloignés du soin ou défavorisés, ce qui fait Non. que bah, ceux qui ont un médecin et ceux qui ne sont pas défavorisés n'étaient pas éligibles. Mais non. c'est pas le cas. Donc, tant La mieux. Caisse nationale suppose que ça va venir, enfin, l'objectif est de venir éventuellement répondre aux besoins de ces patients-là. Ok. Après, un jeune qui est suivi par son médecin traitant, dans un circuit classique, ira en laboratoire, vu qu'il est Bah, déjà accompagné sauf par un s'il veut pas trop en professionnel de parler, santé. hein. Sauf Bien s'il veut sûr, pas trop en parler, hein. C'est une oui, oui, supposition ouais, de C'est toucher les hmm. personnes voilà. publiques ou précaires, mais ce n'est qu'une supposition. Oui. Madame Forêt? Ok. Oui, ça rejoint un peu ce qui est dit, parce que dans le cadre des labos, il y avait la procédure de possibilité d'anonymat. Du coup, là, comme c'est envoyé à domicile, c'est un emballage discret. Enfin, je veux dire, Alors, et est-ce que si vous ça voulez, on peut apparaît regarder sur la les... slide suivante. Vous voyez, l'enveloppe, c'est l'enveloppe blanche en haut à gauche, mais il y a une petite subtilité, c'est que lors de la commande en ligne, il est possible de renseigner l'adresse que l'on souhaite. Donc, ce n'est pas forcément un envoi à domicile. Ça peut être dans l'envoi chez un proche en qui on a confiance, un ami. Enfin, voilà, ça peut être à une autre adresse. D'accord. Cette diapo, on l'aura ou pas? Après, vous allez nous l'envoyer ou pas? Oui. D'accord, merci.
Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que du coup, je pars sur cette C'est slide-là? tout bon. C'est bon, ouais. Ouais. Du coup, sur comment est composé l'autotest, le kit pardon, de prélèvement vaginal. Donc, vous voyez, donc, il y a ce qu'on disait, l'enveloppe principale, le courrier d'accompagnement, le mode d'emploi, le bon de commande pour l'examen, le sachet de protection pour l'écouvillon vaginal et l'enveloppe T pour l'envoi du prélèvement. Donc ça, c'était l'autoprélèvement vaginal. Et ensuite, vous avez aussi le kit urinaire. C'est exactement la même composition. La seule différence, c'est que c'est le matériel de prélèvement. Ouais, on est pour l'urine. Et donc, alors, qu'est-ce qui change avec l'arrivée de ce kit urinaire? Eh bien, en fait, dans le questionnaire qui permet de savoir si le jeune est éligible, on l'interroge sur son genre et afin d'orienter vers le type de kit le plus adapté. Et en fait, ce choix est désormais beaucoup plus étendu pour permettre aux femmes et aux hommes trans et aux personnes queer ou non binaires de choisir le type de kit qu'ils souhaitent recevoir. Et donc, il leur sera indiqué que l'autoprélèvement vaginal est recommandé, étant plus précis pour les résultats. Mais libre à la personne qui fera la commande de choisir le type de kit. Là, Et du c'est coup, une... ouais, Voilà. vas-y. Non, là, c'est justement, je vous propose la vidéo d'explication. Ouais. Je En- vois pour En fait, lancer. sur le site de commande, il y a plusieurs rubriques pour la commande, pour le suivi. Il y a une FAQ aussi, mais il y a aussi des vidéos explicatives pour utiliser correctement les kits. Et Voilà. du coup, ça, c'est une des 2 vidéos. Voilà, donc là, vous êtes sur le site et vous verrez commander un kit, suivi de commande, mode d'emploi, questions fréquentes, kit vaginal ou kit urinaire. Et voilà, j'espère que le son va fonctionner. Vous n'avez pas le son? Eh Non. zut. Alors, j'aurais dû. Alors là, par contre, pour le son, Pourquoi on est-ce n'a pas le son? Ah, enlève ton... qu'il faut que j'enlève? enlève- Ah, si je débranche. Ah. Normalement, c'est au moment du partage d'écran. Il faut me faire inclure le son. Non, c'est pas mieux. Non, vous l'avez pas? La technique de Mélissa. Ouais. C'est quoi la technique de Mélissa? Quand vous partagez votre écran, du coup, là, il faut couper le partage et repartager l'écran. Et quand on clique sur partager, juste à côté, il y a inclure le son. Alors, je coupe le partage, je fais repartager l'écran et inclure le son. Magnifique. Et ça veut pas. Je peux pas. Nous n'avons Ah, pas pu partager le son, accéder aux paramètres audio de votre Attends, moi appareil. je vais là. Tu vas pouvoir le faire, je pense. J'espère. Ah ben non, parce que moi, c'est le CHU qui bloque la vidéo. Ah, super. Eh bien, je crois que ça, sans le son, Oui, on on vous, essaiera plus tard. on vous Voilà. mettra plus Mais tard. vous avez, je crois, ah non, ça ne dit pas. Non, mais il y aura le lien dans le diaporama, je pense, Voilà. effectivement. on Mais peut en fait, avancer. ça montre tout simplement, effectivement, ça fait la démonstration. Voilà. Donc, ça indique, voilà, ça indique quand ne pas le faire. Ensuite, ça montre qu'il faut, donc ils expliquent le kit, ils expliquent tout, et après, ils font vraiment la démonstration. Ils disent, hop, voilà, on va y arriver. Eh ben, ça veut plus diffuser. Voilà, ça montre même jusqu'à réaliser le test et à l'envoi. Voilà, le lavage de main, enfin la totalité. C'est vraiment bien fait. Donc vous pourrez le voir ultérieurement. Bah, quand vous recevrez le diaporama, vous le verrez chez vous. Voilà, vous pourrez le regarder. On passe au remboursement, toujours pour les jeunes, si ça vous va. Ah ben attendez, j'ai pas... Zut. Je disais ça, je parlais, mais en fait, il n'y avait plus le partage. Non, mais Non. t'as rien dit qui était en lien avec du partage, tout va bien.
D'accord. Bah, sinon, enfin, je montrais la vidéo. Bon, c'est pas grave. Bah On oui, je n'avait pas montre. compris. Bah oui, c'était ça. Donc, c'est pas grave. Bon, tant pis, vous essayerez chez vous. Donc, on passe au remboursement des protections menstruelles. Effectivement, pour les jeunes, Marie, c'est toi qui as la parole? On vous a remis des petits chiffres. Selon le baromètre hygiène et précarité, avril 2025, 16% des femmes réglées indiquaient ne pas disposer suffisamment de protection hygiénique pour elles-mêmes ou pour leurs filles par manque d'argent, ce qui était le double des chiffres qu'on avait, qui étaient de 2020 et 2019, et ce qui représente 2,9 millions de femmes et personnes menstruées. L'étude prouve que ces situations poussent une femme sur 10 à l'isolement social, avec le chiffre de 9% déclarant que cela leur arrive de ne pas sortir de chez elles ou de manquer de travail en raison de ce manque. Et donc, diapo d'après, c'était une mesure attendue depuis 2023, mais en attente de décret. Et donc, à compter de la rentrée universitaire 2026, il y aura un remboursement des protections menstruelles réutilisables. Donc, ça recouvre les culottes menstruelles et les cups. Et pour les personnes éligibles, ça concerne les personnes de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans condition d'âge. Donc les jeunes et les personnes en situation de précarité. Et cela devrait quand même concerner 6,7 millions de personnes. On est quand même cependant en attente du cahier des charges pour avoir les modalités pratiques, les outils ou comment. C'est C'est vrai une que bonne nouvelle. c'était très attendu. Mm. Et le dernier, c'était la PrEP injectable. Le Suite à dernier des pour toi. décisions. Ah oui, pour moi. Bah oui, c'est déjà pas mal. Suite à l'avis de la HAS et puis à un accord de prix de la Sécurité sociale, la PrEP injectable est enfin disponible en France depuis mars. Il s'agit donc du cabotegravir sous le nom Apretude. Donc, c'est une PrEP injectable à longue durée d'action, une injection tous les 2 mois pour protéger du VIH. Elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Il y a une question de coût importante derrière, hein, c'est un médicament assez onéreux. Et elle constitue une alternative à la PrEP orale. Les rapports citent lorsque la PrEP orale est inenvisageable dans la durée, avec un risque, par exemple, d'inobservance important, ou que le comprimé est difficile à avaler, ou il y a toute une liste, mais en pratique, c'est de la décision du médecin qui prescrit. C'est un médicament qui est disponible également chez les adolescents de plus de 35 kg après concertation pluridisciplinaire. Et tu peux passer la diapo d'après. La SFLS s'est emparée de la mise en place de cet outil avec beaucoup de documents très bien faits pour tous les différents professionnels amenés à devoir dispenser, prescrire, injecter le produit. Donc, vous retrouverez tout ça sur les liens que l'on vous a mis dans le diaporama. On en profite pour faire un petit focus sur format PrEP qui est devenu format santé sexuelle maintenant il y a un an, 2 ans peut-être, 2024, qui a été mise à jour pour la PrEP injectable. Donc si vous voulez faire ce module complémentaire, il est disponible là. À partir de la semaine Il de sera santé disponible sexuelle. pour les semaines de santé sexuelle. Pardon, Voilà, donc j'avais une pu savoir formation en en plus. e-learning. Pour Gratuite, rappel, accessible à voilà. tous les jours quand vous voulez. Et on va voir après, c'est un outil de e-learning en santé sexuelle qui concerne toutes les personnes, tous les acteurs de santé sexuelle, notamment surtout les professionnels de santé, avec des parcours par thématique ou par métier, et donc qui est gratuit et très bien fait. N'hésitez pas à l'utiliser, le promouvoir. Et donc, dans les mises à jour 2025, on voulait citer un module sur l'endométriose, un module sur la mise à jour du module sur le TPE avec les nouvelles recommandations, le module contraception où des personnes de la région se sont bien impliquées, et l'IVG. Pareil d'ailleurs. Tu peux avancer.
Et à venir, la mise à jour avec les nouvelles recommandations IST, un chapitre sur les dépistages des IST du VIH avec mon test IST, les différentes méthodes de dépistage du VIH et des mises à jour régulières de l'ensemble des thématiques et du fil d'actualité. Il y a une question, Madame Ah Forêt. oui, pardon. Alors, c'est une question plus à ton intention, Marie. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. C'est parce que tu as parlé du TPE. Et je crois que Mélanie t'avait demandé, tu sais, pour au niveau de l'hôpital de Loches. Et Oui, est-ce que j'aurai éventuellement une réponse avant la je semaine de la santé reprends ce sexuelle? mail, effectivement. Je le fais remonter pour après la réunion. Ok, merci. C'est moi. Alors, on en parlait Et donc, aussi. des outils de communication, tu voulais pardon, il y Non, avait non, eu un petit blanc, vas-y. c'est ça. Des outils de communication également faits par la SFLS en lien avec la semaine de santé sexuelle et la plateforme santé sexuelle, format santé sexuelle. Donc, des affiches à destination des patients, des flyers pour promouvoir format santé sexuelle, des diaporamas, des publications. Et donc là, toute une campagne d'affiches que vous voyez qui peut être mise dans les salles d'attente, dans les structures, sur les questions autour de la santé sexuelle, si on en parlait. Oui. Ce qui reprend effectivement l'idée un peu du label santé sexuelle et d'ailleurs qui pourrait être complémentaire aussi, c'est-à-dire que ce label accueil santé sexuelle, ça pourrait être aussi donné aux personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi le cursus sur format santé sexuelle, hein. Voilà. Oui, En tout à tout fait. cas, si vous voulez faciliter aussi la parole des patients ou des bénéficiaires de vos structures, eh ben, ce type d'affiche santé sexuelle, si on en parlait, ça peut être une bonne chose aussi. Et donc, vous pouvez télécharger ce kit de communication avec ce QR code. Voilà. Y a-t-il des questions aussi bien sur les différents chapitres que l'on a vus? Il y a eu sur l'enquête des jeunes et puis sur la PrEP injectable. Est-ce qu'il y a, ou sur d'autres questions sur mon test à domicile avant que l'on termine par le dispositif Handigynéco? Non? Eh bien, je vous présente donc le dispositif Handigynéco. Je remercie, elle n'est pas là, mais c'est Madame Giraud qui m'a permis de vous présenter les slides qui suivent. C'est donc elle qui les a réalisés et je l'en remercie. Elle ne pouvait pas être présente, mais c'était important. Il nous semblait de pouvoir intervenir dessus et donc sur le dispositif tel qu'il se déploie en région Centre-Val de Loire. Mais avant, vous réexpliquer un petit peu d'où vient ce dispositif hein, et ce qu'il est. Donc, c'est issu de la stratégie de santé sexuelle comme pour l'événement d'ailleurs de la semaine de santé sexuelle, la stratégie de sexuelle encore en cours jusqu'en 2030. Une circulaire déjà en 2021 insistait sur l'accompagnement aussi des publics en situation de handicap et une feuille de route évidemment inscrit ce dispositif sur 2023-2027 et il a été prévu à la loi de finances justement au PLFSS 2025. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Handigynéco? C'est une démarche d'aller vers qui vise à améliorer l'accès des soins gynécologiques pour ces publics qui sont dans les structures de handicap et donc pour le public en situation, les femmes en situation de handicap, avec l'intervention de sages-femmes formées bien évidemment et qui vont être formées aussi bien à des consultations pour ce public-là, des consultations longues, mais aussi à de l'animation et d'ateliers et donc à des groupes collectifs pour sensibiliser et faire de la prévention sur ces thématiques pour ce public.
Donc, ça part de 2016-2017, une première étude qui était initiée par Île-de-France, où ils ont recueilli, analysé à la fois l'offre qui existait et les besoins. Et ensuite, 3 régions ont été pilotes, donc Île-de-France, Normandie et Bretagne, pour à la fois la mise en œuvre de consultations longues, hein, pour ce public-là. C'était nécessaire d'avoir du temps. Donc, ce sont des consultations qui durent 1 heure en général, des consultations individuelles d'1 heure, et aussi pour la mise en œuvre d'ateliers, je vous le disais, d'ateliers collectifs, aussi bien pour intervenir sur la vie affective, mais aussi sur la prévention des violences. En région Centre-Val de Loire, ça a débuté, je crois, l'année dernière, et il y a, il faut le savoir, 93 établissements médicalisés en région Centre, et on a 232 sages-femmes sur le territoire ciblées par la démarche. Donc, il y a d'abord l'objectif, c'était une logique d'affectation des sages-femmes, et donc de mettre plutôt une sage-femme pour étant en capacité d'intervenir dans 2 ou 3 établissements proches de chez elle. Donc là, à ce jour, on est à 21 sages-femmes en région Centre-Val de Loire qui sont formées et qui interviennent auprès de 55 établissements pour des personnes en situation de handicap. Une prochaine session va avoir lieu donc sur Orléans fin mai. Tous les départements de la région Centre ont du coup des sages-femmes et des établissements où ce dispositif se développe. Donc, que font les sages-femmes? Eh bien, elles vont être formées vraiment sur les spécificités du handicap et aussi du counseling, donc de l'entretien avec ces publics, au moyen de formations donc de 3 jours. Ces formations sont financées par l'ARS Centre-Val de Loire, et il y a une mise ensuite en relation entre les sages-femmes et les établissements médicalisés qui sont proches de leur lieu d'exercice professionnel. Les sages-femmes vont réaliser des consultations gynécologiques à raison d'une consultation par an pour les femmes qui jusqu'alors ne bénéficiaient pas de suivi régulier gynécologique et qui sont donc au sein de ces structures. Elles vont également animer des ateliers collectifs de prévention et de sensibilisation autour de la vie affective et sexuelle et autour des violences faites aux femmes. Et donc, il y aura 8 heures d'ateliers, donc ça va être plusieurs ateliers qui vont se faire au fil de l'année pour un même établissement. Elles sont rémunérées. Il y a une rémunération complémentaire par l'ARS. Alors, à la fois, elles sont rémunérées par l'ARS à hauteur de 150 € par jour de formation réalisée. Et pour les consultations individuelles, il y a le financement de la sécurité sociale de la consultation de 26,50 €, complété par 52 € par consultation par l'ARS, justement du fait que ce soit des consultations longues. Et ensuite, il y a la rémunération des ateliers qui est également notée à 50 € par heure, ainsi que pour le premier rendez-vous au sein de l'établissement pour la chargée de projet de 50 € également par heure pour cet entretien. Pour ceux qui désirent plus d'informations ou qui aimeraient se former, ou au contraire pour les établissements qui aimeraient bénéficier de ces interventions, eh bien, je vous ai remis tous les liens à la fois pour se déclarer, pour demander une candidature, pour déposer sa candidature, ou alors les coordonnées aussi de Madame Giraud, qui est donc la chef de projet du dispositif sur la région Centre-Val de Loire. Voilà. Donc, y a-t-il, j'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous avez bien compris un peu l'objectif de ce dispositif qui permet quand même c'est un dispositif qui est important parce que ce public en situation de handicap est quand même un public souvent oublié, auquel déjà autant même les professionnels ont mis du temps aussi à imaginer une sexualité pour ce public et à mettre un suivi adapté. Et donc, ça fait partie, je trouve, des dispositifs importants parce que c'est un public souvent oublié. Madame Fauré.
Et après, j'ai deux après, je pense que questions. M. Pinault interviendra. Non, je plaisante. C'est gratuit donc pour les établissements qui demandent, Oui. d'accord? Et c'est pour un public d'adultes en C'est le situation de handicap? public en situation de handicap au sein de ces établissements. C'est pas forcément adultes, c'est qui sont. Il n'y a pas de limite d'âge à partir du moment où D'accord. il y a besoin d'un suivi gynécologique. Ah Et oui, aux ateliers collectifs, je pense qu'il n'y a pas du coup de limite d'âge, justement. d'accord. Ça veut dire qu'un IME qui demanderait une intervention Eh ben, il faut pourrait. qu'il se déclare effectivement, il faut qu'il dépose sa candidature en tant qu'établissement pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et ensuite, effectivement, l'objectif, c'est la mise en relation. Donc, la chef de projet permettra de mettre en relation la sage-femme et l'établissement demandeur. D'accord, merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que c'est juste la main qui n'a pas été baissée. Non. Et des questions plus larges sur le webinaire? Non. Eh bien, ce que je peux dire, c'est merci déjà de votre participation. Je rappelle que vous avez encore jusqu'à la semaine prochaine, facilement pour remplir jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, vous avez là encore la fin de semaine, Début de semaine prochaine. début de semaine prochaine, pour Je l'ai remis là, remplir, le lien. voilà, pour remplir le tableau de recensement, enfin pour recenser vos actions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà.